Le col de Mente, par exemple, bah, vous avez une falaise et puis ça virevole. Il faut plus ou moins deviner la trajectoire. Il y a des cols qui sont très rapides et puis d'un seul coup il y aura un épingle. Donc sur le tour, on ne les voit pas descendre à des vitesses folles parce qu'ils ont une lecture ils ne connaissent pas forcément le col, ils ne l'ont pas forcément reconnu, mais ils ont une lecture de la trajectoire. D'accord avec ce principe un petit peu sur les descentes. Il y a deux bases à bien respecter quand on fait une descente, c'est les mains en bas du guidon. Voilà. On ne fait jamais une descente avec les mains sur les cocottes, elles sont appelées les cocottes de main, on les mains en bas du guidon, mais on ne regarde pas la route, on regarde loin devant. Pour avoir la lecture de la descente avec le virage. C'est pareil, il vaut mieux ne pas prendre de risques parce qu'on peut tout perdre dans une descente. Donc c'est avant tout, je veux dire, surtout pour le triathlète, c'est sécurité avant tout. Il ne faut pas rechercher là bon, quand on parle de championnat et de course, les gars jouent sa carrière, oui, mais au niveau de tout le monde, c'est avant tout la sécurité. Et la sécurité, c'est on entre dans un virage, on apprend à entrer dans un virage à 1 mètre du bord et à sortir à 1 mètre du bord. Et on essaie de garder une trajectoire, de contrôler sa trajectoire dans les courbes. Parce que c'est bien de commencer au bord et puis de finir à l'extérieur à gauche, sachant que dans le triathlon, les routes sont ouvertes. Donc, c'est ça. Donc sécurisé à bloc, main en bas et puis après... Ça, et vous avez... Jean-Claude Dago, parce que c'est vrai qu'on t'a pas présenté, parce que tu faisais partie. Hein. Peut-être tu peux nous dire en fait qui tu es, parce que peut-être des personnes qui ne te connaissent pas. Il faudrait que tu viennes, non, pour mais ça. c'est bon. Non mais au moins que tu prennes le micro. Non, mais c'est bon. Bon. Ancien cycliste pro. Voilà, je suis Marine Magali, tout simplement. Voilà, ancien cycliste professionnel pendant de multiples années. Voilà, je suis Marine Magali qui fait du triathlon, qui est heureuse de faire du triathlon, comme on disait, pour le bien-être. Et puis voilà, j'ai été 12 années professionnelle, mais bon, ça, il y a quelques années. Et l'encadre je fais toujours du vélo. Qui est professionnel. Voilà, et puis mon fils prend la relève. Voilà, c'est pour ça qu'on demande son intervention. Voilà, nous avons des pros avec nous. Donc, en résumé... Pour la descente aussi, pour les débutants, quand vous descendez assez rapidement, si à un moment donné vous commencez à prendre la vitesse, vous pouvez avoir le vélo qui oscille un peu comme ça. Donc ça, c'est que vous ne tenez pas votre vélo. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas les mains en bas du guidon, c'est que vous allez très vite, et vous ne tenez pas, et surtout, vous ne l'avez pas entre les jambes. Donc, on peut commencer à osciller comme ça. Alors, surtout ne pas avoir peur, ne pas paniquer, ne pas tout bloquer. Alors, on reprend déjà, si on reprend à pédaler, il faut toujours avoir de la prise, c'est-à-dire pas être petit pignon et mettre le grand plateau, le petit pignon, pour avoir un peu de puissance dans les jambes et le retenir. Ou alors, si on garde ces deux jambes immobiles, vraiment le tenir entre les jambes. Pour éviter cet oscillement du vélo, là, qui peut vous amener à la chute. Je sais pas si... Non, mais là, si vous allez trop vite, vous ralentissez, quand ça vous donne... Ouais, mais entre le temps de ralentir et ne pas paniquer, quoi. Avant d'arriver là, c'est arrivé, ça guidonne, soit vous avez un problème de la direction qui est c'est ça, il peut y avoir quelque chose, mais il faut retenir le vélo. Qui a un cran, qui est trop serré, et puis là, voilà, le guidon n'est pas souple, la direction n'est pas souple. Soit vous avez un problème dans votre roue, de freinage, mais enfin, c'est rare quand même que ça guidonne. Quand ça guidonne, c'est que voilà, on tape 70-80 et là à 80, bon, je ne vais pas dire que c'est tout le monde qui est capable, mais comme une sécurité, 80 km de descente, ça commence à être un peu chaud. Donc, en résumé, le matériel doit être adapté aux performances recherchées, évidemment, par l'utilisateur et selon les parcours. Alors, sinon, nous, à la fin, on a une petite question. Je ne sais pas ce que ça vaut. Que pensez-vous d'un vélo d'une grande qualité et d'un poids inférieur, on va dire, à 7 kg, mais non adapté à la personne et au profil? En grande qualité, on a mis une ordre de prix de 10-15 000 €. Hein. C'est ce genre de vélo. Un vélo, enfin, 10. Ouais. Mais vous avez compris, on l'a revend. Il vaut mieux avoir un cadre à sa grandeur et à sa taille plutôt que super matos. Il vaut mieux avoir un vélo polyvalent qui va permettre de tout faire, avec une position... Nico va parler après peut-être. Il vaut mieux avoir un vélo comme le premier, polyvalent, vous allez pouvoir tout faire, de la montagne, du plat, de la descente. Vous allez vous faire plaisir et pas prendre de risques, que d'avoir un vélo typé vraiment en compétition haut de gamme, avec une position aérodynamique où là, vous allez monter le ventoux, vous avez le ventoux à monter, vous ne pouvez pas.
c'est impossible. Je veux dire, vous voulez monter un col de 3-4 km, c'est possible, mais vous n'allez pas y prendre de plaisir. Et le but, je pense, dans le club, c'est d'avant tout de faire du sport plaisir, et comme on dit aussi, bon, avec la compétition derrière, bien entendu, mais avant tout, c'est le plaisir qui doit passer devant. Donc, le vélo triathlon, bah, on ne va pas l'oublier parce qu'il existe, et puis c'est vrai que ça va vous améliorer la performance. Mais avant tout, je veux dire, il y a quand même 90% des gens qui ont des vélos classiques. Et oui, on est capable de rouler à 50 à l'heure. Donc, c'est pas le vélo qui va faire énormément la chose. Vous allez gagner peut-être 5-6 km/h, mais je pense qu'il faut rester un vélo classique. Ouais, Jean-Claude, il a bien résumé. Je pense qu'il y a deux côtés à distinguer. C'est le côté se faire plaisir de s'acheter un vélo de contre-la-montre parce qu'on a envie de se faire plaisir de rouler dessus. Et le côté gain pur et dur de temps sur le parcours vélo en triathlon. C'est bien joli de gagner 3 minutes sur un vélo hyper aéro et où vous avez une position assez agressive, mais il ne faut pas oublier que derrière on court. Donc des fois, il vaut mieux perdre quelques minutes en vélo. Voilà, on peut gagner énormément de temps en vélo et le perdre le double ou le triple à pied. Et ça se retrouve largement on commence sur les courtes distances, parce qu'on a 10 bornes à faire derrière. Et sur les demi-Ironman et Ironman encore plus. Combien on voit d'athlètes faire des posées en tête avec 20 minutes d'avance sur les meilleurs mondiaux et au final pas finir la course au 25-30e craquer complètement parce qu'il y a un effort qui n'a pas été linéaire sur la totalité de l'épreuve. Pour le matériel, c'est pareil, bien différencier ça entre le gain et le côté plaisir à rouler sur le beau matos. Ce qu'on disait, et juste une dernière chose, le prix n'est pas un argument aussi pour aller vite. Il faut bien savoir qu'un vélo, c'est 2 roues, un cadre, même si c'est pas un cadre carbone. Il faut savoir qu'entre un cadre carbone et un cadre alu, il y a 200 grammes, 250 grammes de différence. Donc c'est 2 apéros et 3 cacahuètes. Mais quelque part, je veux dire, si votre vélo est adapté déjà à votre taille, avec une bonne selle, des bons freins et des bonnes roues, le reste, c'est pas du superficiel, mais entre un vélo à 7,5 kg et un vélo à 7 kg, c'est 2 000 € de différence de prix. C'est ça. Donc voilà, donc après, quand vous allez déjà, je veux dire, aller chercher un vélo à 2 000, 2 500 €, voire 3 000, vous avez déjà un superbe vélo, je veux dire. Après, il y a toujours le contexte avec 2 plateaux, 3 plateaux, bon là, c'est en fonction de chacun. Et puis après, il y a les vitesses électriques avec des railleurs électriques. C'est un confort, mais c'est pas un atout de performance. C'est parfait. Alors, Nicolas disait par exemple qu'on pouvait perdre énormément en course à pied, avec celui-là par exemple, avec le vélo de contre-la-montre. Pourquoi et il parle d'une position agressive. C'est que cette position-là, comme je disais tout à l'heure, on n'a plus cet axe qui est respecté, et on est très en avant sur le guidon, et on sollicite énormément les cuisses. Donc quand vous descendez du vélo, si vous n'avez pas l'habitude, vous faites un triathlon avec ce vélo et vous n'avez jamais monté dessus avant, vous ne courez pas derrière. Vous avez le dos bloqué, ce que je disais tout à l'heure, vous avez les cuisses bloquées, et vous êtes incapable de mettre un pied devant l'autre. Alors que celui-ci, on garde une position classique qu'on a souvent à l'entraînement, avec des forces qui sont adaptées, on arrive derrière à enchaîner. Si on n'est pas bloqué du dos, on n'est pas là à essayer de courir et les jambes ne sont pas chargées, quoi. Et peut-être des petites choses à rajouter pour certains ou des choses à demander. Une dernière chose sur les vélos de femmes, de dames. Il faut savoir qu'il y a des dames qui utilisent des vélos d'hommes, c'est tout à fait possible. Mais la géométrie des vélos de dames, quand vous allez dans un magasin acheter un vélo de dame, la partie haute, la partie le haut banc, il est toujours plus court sur un vélo de femme pour être je veux dire, plus ramassé, plus ramassé et surtout plus confortable. Exactement. Des petits bustes, des plus petits bustes que les autres. On a souvent, voilà, soit avec un peu sloping, mais les vélos sont un peu plus courts devant, donc ce qui permet un meilleur contrôle sur un vélo de femme. Alors avant les tailles étaient en chiffres, c'est-à-dire vous aviez du 54, du 56, maintenant c'est plus en taille S, taille M. Bon après il y a une équivalence, mais voilà. Toujours demander quand ils vous disent taille S, mais c'est quoi taille S, quel chiffre ça correspond et c'est votre calcul en devant. Je suppose qu'il est bon quand même d'essayer un vélo comme on essaye un pantalon. Ah oui, si vous pouvez. La meilleure chose pour avoir un vélo adapté,
La taille, on s'en fiche un peu, c'est en fonction des marques. Il y en a qui sont supines. Supines, c'est la barre du haut qui descend. Hein. Comme ça. Voilà, qui descend. Donc, il y a des tailles S, ça va être du 52, il y en a d'autres, ça va être du 53, 54. C'est normalement une taille de la pédale à l'axe du tube supérieur, quand il est horizontal. Le mieux, c'est quand même d'aller dans un magasin ou essayer un vélo dynamique. Et en fonction de monter sur le vélo, et là, il faut un minimum de sortie de selle d'une vingtaine de centimètres. Il ne faut pas que le bidon soit trop bas non plus. Juste le vélo. Si vous vous sentez bien, c'est comme un pantalon, mais si vous vous sentez bien sur le vélo, il faut dire voilà, hop, vous pouvez y aller. Je veux dire, après, c'est surtout, voilà, on monte sur le vélo. Ah, je me sens bien. Il est trop long. Voilà, même si c'est la superbe affaire, il est trop long, il y a 3 cm de trop, mais non, vaut mieux acheter un peu moins cher. Anne, peut-être vous avez des questions, parce que Anne Nathalie, vous avez des questions sur le vélo? Moi, j'ai pas une question, mais j'ai une expérience, parce que je suis montée la première fois sur un vélo l'année dernière. Oui. Et mon mari m'a réglé mon vélo, et il m'a dit « Ça va, t'es bien ?» J'ai regardé, j'ai dit je sais pas si je suis bien. Ça a l'air d'aller. Voilà, et j'ai roulé avec le réglage qu'il m'avait fait pendant 1 an. Mais je sais pas si je suis bien ou pas dessus. Ah, ouais. La première fois, les premières sorties, ben oui, écoute, je suis bien. J'ai pas mal au dos, j'ai pas mal au cou. Mais je suis incapable de dire si je suis bien dessus. Alors, c'est vrai qu'on dit le réglage de hauteur de selle, tout ça. Donc, après, à l'œil, quand on voit si quelqu'un, et on confirmera ou pas, quand la personne tourne les jambes, c'est-à-dire qu'on n'est pas le pied quand il est en bas, tout en bas, on n'est pas jambes tendues. Hein, on a une petite angulation, légère angulation. D'accord, on pédale pas comme ça. C'est-à-dire que le pied, quand il est à l'horizontale, le genou il est légèrement un petit peu fléchi. Voilà. Donc, il n'est pas fléchi quand on est comme ça, il n'est pas fléchi quand on est comme ça, il est fléchi quand on est à peu près à cette position. Voilà. C'est un peu le... Et après, on voit la position quand vous êtes sur les cocottes, vous devez être à l'aise et pas tiré sur les épaules, hein, on est posé dessus. Hein, c'est ça qu'on dit quand on est bien, c'est qu'on est posé sur les cocottes et qu'on est capable de rester 2 heures en étant posé sur les cocottes comme ça. Hein, donc si vous êtes comme ça, on le sent vite, hein, même moi, là, la position, si je commence à faire ça, je tire sur le... Donc là, si on est posé, on est comme ça. Là, on est bien. Et voilà, on est... Et si on est en bas, là, quand on dit alors les cocottes, c'est là, hein, et en fait, le guidon en bas, comme ça. Hein, quand on se met dans le... Donc comme ça, là, vous voyez, vous posez, là, vous êtes vraiment calé, bras tendus, hein, vous êtes calé, et vous êtes capable de rouler 40 km comme ça, sans souffrir. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de souffrance. C'est-à-dire que vous avez de la souffrance parce que vous forcez, mais vous n'avez pas de souffrance parce que vous êtes... en train de bagarrer avec le vélo, de vous replacer sur la selle en permanence, voilà. Si vous êtes tout le temps en train de bouger sur votre selle comme ça, c'est que vous cherchez tout le temps votre position. Alors il y a l'angle de la selle aussi, hein, on n'est pas avec une selle comme ça, on n'est pas avec une selle comme ça parce qu'on se dit oh là là, j'arrête pas de glisser en avant, faut que je relève. Dans ce qu'on disait tout à l'heure, les bursites, c'est des blessures au niveau des entrefesses, hein, comme des fois quand on reprend, oh là j'ai mal au derrière, après ça passe, mais si ça passe pas, c'est qu'il y a une mauvaise réglage. Hein, les petites tendinites de genoux, hein, quand vous avez mal derrière le genou, c'est souvent un réglage de hauteur, un problème de hauteur, soit vous êtes trop haut ou parfois un peu plus trop bas, mais trop bas c'est plus sur le dos. Alors s'il y a des questions qui se posaient, la boursite, est-ce que c'était au niveau des bourses? Non, une bursite, pas une boursite. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire un truc, mais ça. Moi, ce que je voulais dire, c'était que par rapport à ce que tu dis, Monique, bon, finalement, si tu as pas mal après une sortie vélo, c'est que ton vélo, il est adapté à toi, il est adapté à ta taille. Et... S'il n'y a pas de douleur, c'est ça, il faut retenir ça. S'il n'y a pas de douleur particulière, c'est que le vélo, il est adapté. Surtout un confort. Il faut vraiment que vous soyez confortable sur votre vélo. Que vous n'ayez pas eu l'impression de vous battre avec toute la sortie. C'est l'impression d'être en train de vous battre, à trouver une position, à vous bouger tout le temps et à ne pas être bien. Voilà, il faut être posé et ne pas avoir un certain confort. Sinon, c'est que pas adapté. Parce que moi, je sais que c'est Jean-Claude qui m'avait dit qu'effectivement, mon écart était beaucoup trop grand pour moi. Et c'est vrai que j'avais mal aux épaules, j'avais mal en haut du dos. À la fin de chaque sortie, j'ai mal.
Donc c'est lié à ça. C'est un vélo qui est trop grand. Et pourtant, il ne paraît pas grand. Mais pourtant, il est trop grand. C'est vrai, quand on le voit comme ça. Non, mais c'est pour ça que c'est pas facile de choisir une taille. La combi trop grande. Oui, je le vélo trop grand, la combi trop grande. Mais c'est pas facile de trouver vraiment un vélo à sa taille. Et donc, il y a les tailles par rapport aux tailles des gens, et il ne faut pas respecter que ça. Il y a la souplesse des personnes aussi. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui vont être bien assez allongés, parce qu'ils sont assez souples, ils ont les reins qui peuvent... Et puis il y en a d'autres qui vont être obligés d'être presque debout pour se sentir bien. Hein, ça, c'est aussi une question de souplesse des personnes. Hein, Nico, on lui demande de lever les bras, il les lève comme ça. Mais Nico tend les bras, et ils sont tendus, mes bras. Voilà. Donc si vous le mettez sur un vélo, il ne va pas pouvoir... voilà. Tout est pareil, les angles de flexion des jambes, les angles d'ouverture, tout ça. Alors, vous pouvez aussi, il existe des protocoles de réglage des vélos. Des études posturales. Des études posturales, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle exactement, où ils vous font des études, où ils vous calculent tous ces angles, cette souplesse, tout ça. Et après, On peut se faire faire des vélos sur le vélo. alors, vous le faites, moi je l'ai fait. Je vous pose sur le vélo, et puis après, à vous de faire vos petits réglages perso, où là, vous ajustez un petit peu le truc. Voilà, moi il m'avait baissé vraiment beaucoup la selle par rapport à une... En fin de compte, ça faisait déjà 20 ans que je roulais, et j'ai remonté ma selle. Et je suis mieux. Voilà. C'était soi-disant sur mesure, mais en fin de compte, la sur mesure, me la suis adapté perso. Bon, ben, je crois que... Bon, Monsieur Pierre, vous avez des remarques? Je sais que vous pratiquez le vélo. Venez nous dire un petit peu ce que... En résumé de tout ce que vous avez entendu, parce que vous êtes notre invité d'honneur. Hein. Non, moi je pense d'abord que les triathlètes, ils ont la manie du matériel. Hein, même quand ils ont démarré, c'était là. Il y avait des vélos qui existaient nulle part, même chez les meilleurs pros et tout. Et ça, c'était remarquable et je vois que ça continue. Parce que des vélos comme ça, j'en vois pas beaucoup dans les courses professionnelles. Je parle de cyclistes. Hein. Ah si, encore problème. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, ils ont des... Après, j'ai une anecdote, un souvenir, c'est même pas une anecdote. C'est le Tour de France, et là c'est avantage triathlète. Tour de France 89, dernier contre-la-montre, il y avait Fignon et Graglemont. Fignon et Fignon aussi. Non, Fignon n'a pas pris, sous les conseils de Guimard, n'a pris ni de guidon triathlète, ni de casque profilé, et Lehmann a fait la différence avec ça. Donc là, l'avancée du matériel triathlète a été prépondérante. Et je crois d'ailleurs que, parce que même les triathlètes ont été les premiers à voir les pédales cliquer, et chez les cyclistes, ça a été long à rentrer dans la tête qu'il fallait abandonner les courants. Un dernier truc, si vous allez sur le casque, parce que les triathlètes aussi ont préconisé le casque les premiers, puisqu'on l'avait rendu obligatoire. Si vous montez le Vidocq, vous voyez encore une trace en haut de Vidocq qui a écrit « non au casque ». C'était les cyclistes qui passaient, je ne sais plus quelle course. Voilà, Critérium. Ils avaient marqué « non au casque », ils ne voulaient pas le mettre, ils faisaient la grève et tout. Voilà, c'était des anecdotes. Merci. Bon, on va continuer. Merci en tout cas pour Nicolas et Benoît, pour l'aide aussi de Jean-Claude et Nicolas. Morgan, donc c'est notre coach, notre entraîneur course à pied, des jeunes et des moins jeunes, des adultes. On est bien content qu'il soit là. Il démarre cette année en fait avec nous. Non, cette année. C'est cette année, 2014, 2013, 2014. Voilà, donc sur la nutrition. Bon, n'hésitez pas à poser toujours des questions. Il remplace pas, Jérôme. Alors il remplace pas, il prend le relais sur Jean. C'est des nuances. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Thierry, bon appétit. Donc on passe à la nutrition, je vais peut-être donner voilà, l'apéro. Et en cette période, c'est peut-être donner un coup d'épée dans l'autre que de parler de nutrition, parce qu'on va attaquer les périodes de Noël. Donc essayez de vous rappeler un petit peu de ce qu'on va voir aujourd'hui, mais surtout avant les triathlons. Donc la nutrition, c'est l'ensemble des processus. C'est l'ensemble des processus par lesquels un être vivant transforme
Les aliments pour assurer son propre fonctionnement, pour assurer sa vie, sa survie, pour pouvoir se développer, pour pouvoir grandir, et puis pour pouvoir performer dans votre cas. Les besoins de l'organisme, on va avoir des besoins d'ordre énergétique, ce que vous entendez à longueur de journée, faites attention aux calories, aux kilocalories, faites attention, aujourd'hui c'est un peu le fer de lance de toutes les publicités, mais on a l'ordre énergétique, donc chez un homme, ce sera, dans le cadre du triathlon, ce sera plus de l'ordre de 3000 à 3500 calories qu'on va devoir assimiler pour pouvoir assurer l'activité quotidienne et assurer l'activité en compétition. Et pour la femme, ce sera de plus de 2000 calories aussi, pour la femme qui est active. Okay, donc n'hésitez pas, si vous pratiquez le triathlon, vous pouvez vous lâcher sur le chocolat, il n'y a pas de souci. Et d'ordre qualitatif, on parle de densité nutritionnelle, ça va être la qualité de ce que vous allez avaler, la qualité de ce que vous allez manger. C'est la teneur globale en nutriments essentiels pour une quantité d'énergie donnée. C'est-à-dire qu'un élément, un aliment qui sera, comme le Nutella par exemple, sera riche en calories, mais peu de nutriments, donc une pauvre densité nutritionnelle. D'accord ? Dans ces nutriments essentiels à l'organisme sont composés... les nutriments essentiels à l'organisme sont composés dont l'organisme a besoin mais ne peut pas synthétiser. L'organisme ne peut pas synthétiser de nombreux éléments comme les vitamines, comme certaines vitamines, comme certains oligo-éléments. Donc vous êtes obligé de les ingurgiter, vous êtes obligé de les manger, vous êtes obligé de les assimiler grâce à la nourriture. Comme le Nutella. Voilà, on ne peut pas synthétiser le Nutella, mais on ne va pas considérer le Nutella comme un nutriment essentiel. Donc voilà, on parle de macronutriments, donc ce que vous entendez à travers les glucides, à travers les lipides, à travers donc les glucides, ça va être tout ce qui est de l'ordre des sucres, les lipides ce seront les graisses et les protéines. Les protides ce seront tout ce qui est des protéines que vous allez trouver dans les viandes, dans le poisson, dans les œufs, dans le lait. Et ensuite on a la micronutrition. Les micronutriments ce seront les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments que vous trouvez dans les fruits, dans les légumes, essentiellement. Pour fonctionner, se contracter, les muscles ont besoin d'énergie. Cette énergie, ça va être votre carburant, ça va être l'adénosine triphosphate. Comme ça fait un peu barbare. C'est l'ATP. Et la scission de cet ATP, c'est-à-dire que la molécule d'ATP, quand vous la cassez, vous allez avoir une quantité importante d'énergie pour le muscle. Ça va être la base de l'énergie pour le muscle, cet ATP. Par contre, quand on a en réserve très peu d'ATP au niveau musculaire, on en a très peu, donc il va falloir en resynthétiser rapidement au fur et à mesure des besoins. Donc, notamment en triathlon, dès qu'on a un effort, là la première réserve d'ATP, on va l'utiliser lors d'un saut, lors d'un sprint, lors d'un effort musculaire intense, mais ça va être très très court. On va devoir en resynthétiser et au fur et à mesure des besoins. Les trois grandes voies sont possibles pour cela. La créatine phosphate, qu'on va utiliser dans le premier effort, on va dire, pour le saut, pour le sprint. Ensuite, la filière glycolytique anaérobie. Ça va être la filière quand vous sentez que vous avez les jambes lourdes, quand vous faites des 200 ou des 400. Ça va être la filière de la résistance, qu'on appelle de la résistance. Et ensuite, la filière oxydative, ça va être votre filière à vous, la filière du triathlète, qui va nous permettre, la filière aérobie pure, qui va nous permettre de durer, elle est quasi inépuisable, et permet de resynthétiser au fur et à mesure cet ATP, cette énergie, ce carburant. Donc, comme je vous le disais, pour l'athlète d'endurance, tel le triathlète, cette dernière filière est la principale source de fourniture d'énergie musculaire. Dans ce cas, la fabrication d'ATP va avoir lieu essentiellement en présence de l'oxygène. C'est pour ça qu'on parle de filière oxydative. Par oxydation des glucides, donc souvent vous avez entendu qu'il fallait consommer des pâtes et du riz avant une compétition. On revient exactement à ça, c'est la consommation et l'oxydation des glucides et dans une moindre mesure des lipides et des peptides, et des protéines. Il est donc important de veiller au développement de la voie énergétique par un entraînement adapté, c'est-à-dire que le fait de vous entraîner en aérobie va vous permettre de consommer au mieux et d'avoir un apport
au niveau de cette consommation des glucides et lui permettre de fonctionner au mieux par une alimentation adéquate et notamment une mise en œuvre de réserve et une utilisation optimale des glucides. C'est-à-dire que l'alimentation adéquate, si vous adoptez une alimentation qui vous permet de soutenir cet entraînement, de soutenir ces efforts, vous allez avoir un meilleur rendement et une meilleure qualité d'entraînement. En pratique, en triathlon, bien s'alimenter. Bien s'alimenter, c'est 2-3 jours avant la compétition. Parfois, chez certaines personnes, on va avoir... alors ça, c'est à essayer chez vous, à essayer avant une compétition. On va parler de la pasta party. C'est 2-3 jours avant un triathlon. On va avoir des repas riches en glucides. On va essayer de favoriser une assimilation de glucides pour, au moment du triathlon, augmenter son stock de glycogène. Le glycogène, ça va être cette source de sucre lent qu'on essaie de garder. Donc repas riche en glucides, la pasta party, on essaie de mettre en carence la semaine avant l'épreuve, on essaie de se mettre en carence, à essayer ça par contre, parce que ça peut, suivant les personnes, on peut mal réagir à ce type de programme. Mettre en carence le corps en sucre et 2-3 jours avant la compétition, avoir une alimentation riche en glucides, de façon à ce que tous les récepteurs, à ce qu'on assimile au mieux les glucides que l'on mange. Bien évidemment, bien s'hydrater, parce que 1 gramme de glycogène, pour être bien assimilé, nécessite 3 grammes d'eau. D'accord ? Donc la nécessité de s'hydrater en même temps que de consommer ces sucres, on a vraiment une importance prépondérante, ça a vraiment une importance prépondérante, et vous permettra d'assimiler au mieux votre glycogène et de le reporter après au moment de la compétition. Le matin de la compétition, en triathlon, on va chercher à privilégier les sucres lents. Vous connaissez tous les gâteaux d'effort, tous les éventuels milkshakes hyper glucidiques. En fonction de vos habitudes, évitez bien sûr tout ce qui est thé, café, lait, ce qui pourra vous procurer des difficultés au niveau de la digestion et des difficultés au niveau de la gestion de votre effort après. Donc privilégiez évidemment éventuellement des jus de fruits ou de la boisson dont vous avez l'habitude voilà. Et selon les jus de fruits aussi, c'est pareil. Certains supportent mal les jus de fruits. Privilégiez éventuellement, ce que vous avez l'habitude de consommer le matin de façon à gérer au même votre effort. Une petite question. Oui. Je crois que moi, c'est un principe que je me suis adopté, c'est que le matin d'une course, il ne faut pas forcément modifier complètement son... C'est-à-dire que si vous déjeunez toute l'année à tel petit déjeuner, pourquoi le matin d'une course le modifier complètement? Parce que vous allez faire une course. Vous êtes tellement habitué à prendre, si vous prenez du café, que vous avez une habitude à prendre du café, que vous allez faire peut-être 100 bandes de vélo à l'entraînement avec du café, le jour d'une compétition, ça ne changera rien du tout. Il faut vraiment s'adapter, il n'y a pas un régime particulier à adapter, c'est tout à chacun. Et justement, le fait de changer ses habitudes le jour d'une course importante, c'est un coup à tout rater, quoi. C'est-à-dire au niveau de l'alimentation. Et donc, vaut mieux tester avant. Et puis, comme disait Benoît, on ne change pas ses habitudes. C'est vécu, Nicolas? C'est du vécu? Oui, j'ai vécu. J'ai déjà changé. J'ai déjà changé sur des courses avant. T'as une barre au ventre. Il nous a dit pas trop boire, pas trop manger. Moi j'étais devant mon Alors le fait de ne pas trop boire, et comme on en parlait là aussi, il y a les effets diurétiques aussi du café, les effets diurétiques, et tout ça, ça peut faire perdre un petit peu d'eau. Donc quand je disais ne pas en boire, c'est limiter la consommation évidemment. C'est ne pas changer ses habitudes. Si le café passe bien tous les jours, on va garder cette habitude du café ou du thé. Mais n'en abusez pas, c'est pas parce que vous avez il y a le côté excitant du café ou le côté excitant du thé qu'on va se jeter sur le café le matin de la compétition. C'est vraiment garder cette notion d'habitude, garder cette notion de consommation raisonnée et ce qui marche bien au quotidien. Évitez les sucres rapides, évitez le lait qui n'est pas toujours très bien digéré, surtout quand on vieillit, quand on arrive à l'âge adulte, on digère de moins en moins le lait, donc évitez ça pour les compétitions et les grandes distances. Et ne pas trop manger
pas trop de grosses quantités de façon à avoir une digestion facilitée sur le coup et de ne pas avoir quelque chose qui vous pèse sur l'estomac. Parce qu'il va y avoir ensuite le stress de la compétition, le stress de... Boire, c'est vraiment... Combien de temps avant tu préconises si la course a lieu à 10h, tu nous dis déjeuner à quelle heure? 3 heures avant. 3 heures avant minimum pour pouvoir avoir le temps de... 3 heures avant, c'est le minimum, de façon à ce que votre organisme gère tous les... Enfin, digère le tout et ce que vous n'ayez pas de reste derrière, quelque chose qui vous pèse sur l'estomac, et de façon à assimiler pleinement. Donc boire en attendant le début de la compétition. Petite chose. Nous, pour le triathlète, il y a une course qui va durer 1 heure, et il y a une course qui va durer entre 10 heures pour les pros et 15 heures sur les Ironman. Le petit déjeuner, il est le même? Alors non, le petit déjeuner ne va pas être le même, mais c'est surtout les repas d'avant qui vont pas être... Disons que le petit déjeuner, ça va être c'est un maillon de la chaîne, tout va être conditionné par les repas les 2-3 jours avant. C'est pour ça que je parlais de cette pasta partie. Pour Embrun, c'est 6 heures le départ, on se lève à 3 heures du matin. Donc, s'il y en a qui vont réussir à déjeuner, moi ça a été un peu une difficulté, déjeuner à 3 heures du matin. Ah non, mais c'est plus une compétition est longue, au plus il faut manger tout le long de la compétition. Voilà, c'est ça, c'est que déjà ça va être conditionné par, comme je te le disais, les repas qui vont être mis avant, donc sur les journées avant, et après on en parle un petit peu après sur les repas que vous allez faire, les collations que vous allez faire pendant la compétition. On y vient après. Alors on y est là justement. Donc pendant la compétition, ce qui est important c'est que vous soyez dans la position d'attente avant le départ, d'accord, des boissons avec un additif de fructose, on va éviter tout ce qui est sucre pour limiter les effets de l'insuline, qui vont avoir une gestion du glucose qui ne sera pas favorable à l'effort. On continue à bien s'hydrater régulièrement, par petites quantités. Ne buvez pas trop vite parce que votre corps ne va pas pouvoir assimiler l'eau, ça va vous ballonner, une notion d'inconfort. On boit par petites quantités de façon à s'hydrater, accumuler le plus d'eau possible. Le fait de boire beaucoup, vous allez avoir besoin d'uriner, mais toute l'eau ne sera pas assimilée. Le fait de boire beaucoup en grande quantité. Donc prenez des petites gorgées, prenez le temps de les intégrer, votre corps les intègre. Moins vous lui apportez d'eau en fréquence, en quantité, pardon. Essayez d'apporter de l'eau fréquemment, mais en petite quantité, de façon à ce qu'il l'intègre pleinement. Sinon, vous allez avoir besoin d'aller aux toilettes, et juste avant la compétition, c'est un peu l'élément stressant, c'est un peu ce qu'on a envie d'éviter. Et puis après, dès qu'on démarre la compétition, on peut se lâcher, on va pas se mentir. Sur la durée de la compétition, s'hydrater, boire régulièrement, toutes les 15 minutes, si vous le pouvez. Évidemment, quand vous êtes en natation, c'est pas forcément la partie évidente quand on est dans le salé. On voit quand même. C'est quelqu'un qui fait 15 minutes. Donc, on favorisera l'eau à température ambiante. L'eau trop chaude, trop froide, ça peut dérégler aussi quand on est en période d'effort, dérégler au niveau intestinal, au niveau de la digestion. Consommer des sucres, des glucides rapides pendant l'effort. Un mélange de glucose fructose est idéal à raison de 60 grammes par heure en moyenne. Donc plus vous les consommerez sous forme semi-liquide ou liquide, plus l'assimilation se fera rapidement. C'est pour ça qu'on voit souvent des gels ou boissons sucrées. C'est parce que l'assimilation se fait plus facilement quelque chose de solide, qu'une alimentation solide. Quelques astuces pendant chacune des épreuves. La natation, le gel énergétique, comme on disait, c'est pas évident de boire, donc juste avant la natation, assimiler un gel énergétique. Après la natation, à la sortie de l'eau, de la même manière, une boisson avec un gel énergétique accompagné d'eau. Pendant le cyclisme, c'est là que c'est le plus facile de s'alimenter. Donc on aura des boissons d'effort prédiluées à votre goût. Le vélo peut être également un moment privilégié pour mâcher un peu. Quelque chose de solide pendant le vélo, ça peut vous apporter le petit plus qui vous permettra et puis le petit plaisir aussi, cette notion de plaisir. Ouais. Après, là on parle beaucoup de sucre. Bon, en brun, on met une... comment on appelle ça? Un lunchbox. On met un petit... T'en parles après? Ou on peut du salé? T'en parles? Il allait rebondir dessus, Benoît. C'est vrai que cette notion de dégoût du sucre, au bout d'un certain nombre d'heures d'effort, on a cette notion d'écœurement, notion de dégoût du sucre, plus envie de sucrer. Et au début, on tourne toujours autour du sucre. Et c'est vrai qu'à un moment,
À mi-parcours, dès que le dégoût des saveurs sucrées arrive, on peut prévoir des petites collations salées. Petits gâteaux salés, pas des cacahuètes évidemment, hein, mais petits gâteaux salés, ou type stick. Type stick, quelque chose de peu de calorique, mais peu pas gras, pas trop gras, quelque chose mais de salé, parce que justement cette notion de sucre en permanence, il y a un moment où un moment de l'effort, on n'arrive plus à supporter le sucré. À la fin d'engin, j'ai dû reprendre un gel. À la fin de la course, des fois on prend des gels de récupération. Donc moi j'avais fait en brun, digestion impeccable, j'ai tourné au coca le marathon, et puis j'ai dit bah tiens je vais prendre mon gel. J'avais fini, j'étais très bien, je prends mon gel, je commence à le mettre dans la bouche, et là j'ai eu des hauts de cœur, ça passait. Et à chaque fois sur les marathons, le sucre, il n'y a que le coca qui passe, je ne peux plus prendre aucun gel, et j'en veux plus. À un moment donné sur le vélo, ça passe pas. Le salé il passe, mais à un moment donné le sucré, j'ai l'écœurement et je ne suis plus capable d'assimiler. Par contre je vais le soir à la pizza, je mange une pizza, ça ne pose pas de problème. Donc c'est vraiment ce truc de je ne sais pas si Nico ça te le fait des fois sur des courses où à un moment donné le sucré. Ouais, après ça dépend de chacun, hein, donc il faut surtout en course, c'est pas dépasser le grammage de sucre, parce que sinon par heure, qui est de l'ordre de 80 jusqu'à un gramme gros maximum. Sinon en fait l'estomac se bloque, il n'y a plus rien qui passe. L'estomac il est fermé et vous avez beau faire rentrer ce que vous voulez dans le corps, il n'y a rien qui sera traité. Ça sera dans votre estomac et c'est là que vous aurez cette sensation de ballonnement, à se dire mince mais j'ai tout dans le ventre, il y a tout qui ballonne, mais effectivement parce que ça, il y a tout qui reste, il n'y a plus rien qui est traité. Même si vous y mettez de l'eau elle ne passera plus là, ça passe tout dans l'estomac. Donc il faut, c'est bien les gels, se dire faut que je prenne des gels, des gels, mais il faut bien calculer son coût et ne pas dépasser le dosage qui est demandé. Généralement il ne faut pas dépasser ces 80 grammes. Oui, c'est marqué sur 80 grammes. Dans un gel de 25 à 30 grammes, ce qu'il y a aujourd'hui dans le marché, c'est 18-20 glucides. De sucre pur. C'est 4 gels par heure. Ouais, gros. C'est énorme. Non, c'est 2-3 gels. Après, ça dépend comment sont dosés. Il faut regarder sur la notice. Parce qu'il n'y a aucune marque qui dose pareil à chaque gel. Et la banane alors, on ne parle pas. Et donc, lors de la course à pied, pour la dernière épreuve, la plus simple est d'adopter les gels énergétiques, on en parlait. Pour éviter les troubles digestifs, il est fortement conseillé de boire de l'eau pure juste après. Déjà pour éviter les troubles digestifs et cette notion d'écœurement, le gel qui reste sur la pâteuse, c'est pas forcément agréable. Donc de l'eau pure, histoire de mieux faire passer le gel et de mieux l'assimiler. Le post-compétition, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour vous et pour chacun des triathlètes, pour chacun des sportifs. On a tendance à l'oublier, la compétition est finie, ça y est, je range le vélo, je range les chaussures et je pense pas nécessairement à ce qu'il va falloir faire après. Le post-compétition c'est hyper important pour pouvoir récupérer, pour pouvoir enchaîner sur des saisons complètes. Dès la fin du triathlon, on cherche à se réhydrater. On boit de façon à compenser toutes les pertes hydriques que vous avez faites durant les quelques heures d'effort, les nombreuses heures pour certains d'efforts. On cherche à se réhydrater pour avoir un apport hydrique, mais aussi pour avoir des apports en minéraux qui sont essentiels pour la récupération. On cherche à apporter des glucides, le muscle est une véritable éponge à glucides durant les 2 heures qui suivent l'effort. On appelle ça la fenêtre métabolique. Tout ce que vous allez manger, la plupart des choses que vous allez manger vont être assimilées durant ces 2 heures qui suivent la fin de l'effort. Le restockage du glycogène est favorisé par une grande libération d'insuline. À la fin de l'effort, votre corps libère de l'insuline. Et là, tous les capteurs sont ouverts, il n'y a plus qu'à manger. Rien ne part dans le gras. Hein. Donc, un petit triathlon avant le repas de Noël, le 24 au soir, on rentre, et puis là, c'est carte blanche, vous mangez ce que vous voulez. Et apporter des protéines, l'apport des protéines va potentialiser le restockage du glycogène et permettre de relancer la synthèse, ce qu'on appelle l'anabolisme, relancer la synthèse des protéines musculaires. Donc ça va être la reconstruction, la récupération musculaire. Reconstruction musculaire.
Pourquoi? Parce que pendant l'effort, Alors, pendant l'effort, en fait, le muscle... Pendant l'effort, il y a un moment de l'effort où la nutrition ne suffit plus, ce que vous avez dans le sang, le sucre que vous avez dans le sang ne suffit plus, et ça va être au niveau protéine, le corps va cataboliser, ce qu'on appelle cataboliser, il va se manger tout seul. Le muscle va se consommer, et c'est pour ça qu'à la fin de votre effort, il est important de manger du sucre, de s'hydrater, mais aussi de consommer des protéines de façon à récupérer musculairement, avoir cette reconstruction musculaire. Il y en a qui font du réveil musculaire à jeun, par exemple. Souvent, on parle de cette notion musculaire où on tape plutôt dans le muscle et pas trop dans la graisse. Ils vont me dire je vais faire du réveil musculaire, j'y vais à jeun parce que du coup je tape dans les graisses et puis. Ouais, alors ça peut être. Ça peut être bien de le faire sous forme de cycle. Enfin,